Merci de votre fidélité à Télésud, mesdames, messieurs. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est devenu presque un marronnier. Mais ça fait 5 ans qu'il est dans l'actualité. On pourrait le considérer comme tel, puisque chaque année, nous en parlons, nous en reparlons, aussi bien dans la presse française que dans la presse panafricaine. C'est celui des biens mal acquis, avec la semaine dernière, cette livraison d'un journal parisien qui revenait sur l'affaire. Pour en parler avec moi aujourd'hui sur le plateau, Maître Emmanuel Marcini, qui est avocat de Théodorin Obiang en Guinée équatoriale. Avec moi également Julie Owona, qui est journaliste indépendante. Avec moi également sur ce plateau, Grégory Proch, rédacteur en chef du Gris-Gris International. Avec moi enfin, celui qu'on ne présente plus, Gabriel Mbarga. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec un reportage de nos confrères de France 2 sur cette question des biens mal acquis. Ali Bongo, Gabon, Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, Théodore Nguema, Guinée équatoriale. 3 présidents africains visés par une enquête française depuis 2010 pour recel de détournement de fonds publics. Au cœur du dossier, leur patrimoine. Voici par exemple à Paris un hôtel particulier de la famille Bongo, 1500 mètres carrés, 15 millions d'euros. Mais selon les associations anticorruption, la liste des biens s'est allongée depuis le début de l'enquête. Premier cas, Ali Bongo. Il n'était pas encore président lorsqu'il s'est offert une Bentley. Valeur 200 000 euros, achat repéré par la police financière. La famille de Sassou Nguesso, elle, semble préférer les Mercedes. 8 limousines achetées, toujours en France. Son avocat dénonce une enquête illégale. Le détournement hypothétique supposé de biens publics congolais ou étrangers d'une manière générale n'est pas poursuivable en France. Mais les plus grands amateurs de belles mécaniques semblent être les proches du président guinéen Théodore Nguema. Son fils a ainsi acheté des Ferrari, Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Bugatti, Aston Martin, Porsche, Lamborghini et Maserati. 26 voitures pour 8 millions d'euros. Le tout a traversé l'Atlantique par avion jusqu'au discret aéroport de Vatry dans la Marne, avant d'être réexpédié en Guinée équatoriale. La cellule anti-blanchiment de Bercy a même donné l'alerte sur des acquisitions massives d'œuvres d'art lors de la vente de la collection Saint-Laurent-Pierre Berger. 109 lots achetés, plus de 8 millions réglés par le fils du président. Le fils, il a 43 ans. Et c'est un industriel qui se développe, qui a décidé que son entreprise allait faire des développements dans l'art et dans d'autres éléments. C'est son problème, c'est son affaire. C'est une entreprise privée qui achète des biens. Les associations anticorruption voulaient rajouter ces éléments à l'enquête en cours, menée par le juge Leloir, connu pour son indépendance. Le parquet s'y oppose. La France qui se gargarise par son plus haut représentant de grands messages universels en faveur de la lutte contre la corruption. Et puis voilà, cette décision du parquet qui est évidemment un coup de canif absolu dans l'image de la France, bien sûr. Dossier ultra sensible, les biens mal acquis irritent plus que jamais dans certains palais africains et pourraient peser sur les relations franco-africaines. Voilà, donc c'était pour revenir un peu sur l'historique de la question. C'est un reportage qui date pas d'hier, hein, il date presque de la préhistoire, puisque c'était un moment où on n'était pas certain qu'il y aurait une suite à cette question des affaires bien mal acquis. Il y a une suite judiciaire, puisqu'aujourd'hui, le juge est autorisé à poursuivre justement ces chefs d'État africains. Nous aurions souhaité avoir sur ce plateau, je le signale d'emblée pour que la question ne se pose pas après, nous aurions souhaité avoir Maud Perdriel Vessière, qui est délégué général de Sherpa, ou encore Maître William Bourdon, le président de Transparency International France, qui n'ont malheureusement pas répondu à nos invitations. Donc, nous discuterons sans eux. Vous avez pu entendre le Maître Bourdon tout à l'heure dans le reportage. Mais pour revenir sur l'historique de cette affaire, Gabriel Mbarga, comment est-ce qu'on en arrive à poser un débat comme celui-là sur les biens mal acquis en direction des chefs d'État africains en France ? Évidemment, c'est avant d'être une affaire judiciaire, il me semble que c'est une affaire politique, quelque part. De toute façon, ce sera mon regard sur cette affaire, parce que je ne suis pas spécialiste de questions judiciaires, mais en tant qu'Africain, même si je n'y suis pas physiquement, j'y suis dans mon âme et dans mes préoccupations, je regarde cette relation entre la France et l'Afrique qu'on a contracté en France-Afrique avec un petit peu de scepticisme quelquefois. Parce qu'il y a des choses qui ont toujours perduré, pas seulement en provenance de l'Afrique. On sait qu'il y a le Moyen-Orient qui existe, on sait qu'il y a d'autres régions du monde qui peuvent avoir des pratiques ici en France qui sont du même ressort, si on voulait les regarder de la même manière,
peut-être qu'on poserait les questions de la même manière. Ces problématiques, il me semble, sont souvent fonction de la relation de la France, en tout cas de celui qui incarne l'autorité en France à ce moment-là, avec ses pairs de l'autre côté de l'Afrique. Donc voilà pourquoi ça arrive à ce moment-là. Il y a un président qui arrive, qui parle de rupture, c'est un contexte, et puis qui met sur la table un certain nombre de choses. On sait qu'il va rétro-pédaler ensuite, on se souvient de l'histoire du ministre de la Coopération, un certain nombre de choses comme ça. Donc il y a des problèmes, ça c'est vrai. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus en Afrique aussi, par les peuples africains, par une aspiration des peuples africains au changement. Ça, c'est une question intra-africaine et démocratique. La solution, on le sait, ne viendra jamais d'ailleurs, puisque les intérêts bien compris des deux parties font qu'on essaye de pérenniser un certain système. Il y a des intérêts, c'est indiscutable, mais nous nous battons comme nous pouvons, petit peuple que nous sommes, pour essayer de changer les choses. Et on sait... On le voit actuellement, on parle de Joseph Kony par exemple. On voit bien que ce qu'on appelle les ONG ne sont pas elles ne sont pas si indépendantes que ça désormais. En tout cas, au moins idéologiquement. On peut être indépendant dans les statuts, on peut être indépendant dans la posture, mais même idéologiquement, il y a un regard. Il y a toujours ce regard de « oui, vous faites pas bien, oui, si vous... » Ce n'est pas nier les problèmes, hein. Il y a des problèmes, mais je ne suis pas sûr que ce soit un angle d'attaque qui résolve quoi que ce soit, en tout cas à ce stade. D'accord. Est-ce que c'est une rupture avec cette fameuse France-Afrique dont on a parlé dans les années 80 et qui incarnait la relation incestueuse, comme on l'a qualifiée, entre la France et ses anciennes colonies? Grégory Proch. Je ne pense pas. Il y a des modalités qui évoluent, mais il s'agit bien souvent, comme vient de le dire mon voisin, d'affaires politiques. C'est-à-dire qu'il s'agit parfois, via des médias plus ou moins instrumentalisés et conditionnés. De toute façon, il est entendu pour eux qu'un président africain est corrompu. C'est un postulat. Donc, et qu'il n'a pas été bien élu. Bien mal acquis et président mal élu. Il est entendu pour eux que ça se passe là-bas. Moi, c'est le premier problème qui m'est posé. Le gris-gris est né contre la corruption. Je pense pas être soupçonnable de soutien aux présidents africains qui durent trop longtemps ou qui ont des pratiques népotiques, etc., etc. Je puis dire que, de mon point de vue, le gris-gris a le droit de les critiquer. En vertu des lois régnant dans les pays, c'est-à-dire que le gris-gris a été interdit, le gris-gris a été intimidé, etc. Mais c'est normal. Le gris-gris n'a jamais eu pour vocation de séduire la France. Absolument. Il avait pour vocation, à l'intérieur de son espace, de faire avancer certains points. Il y est parvenu parfois, moins à d'autres, etc. Quand c'est un autre journal, comme par exemple Marianne récemment, qui se pose sur ce problème, il le pose très différemment. Ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes présupposés, et surtout, ça n'a pas les mêmes conséquences. Le regard qui est posé est toujours moral. Et si on vient sur le terrain de la morale... Moral ou moralisant? Les deux. Les deux. Et si on vient sur ce terrain-là, il est permis tout de suite de se demander pourquoi est-ce autant à géométrie variable? Pourquoi est-ce qu'il y a autant deux poids, deux mesures? Le Qatar, en ce moment, rachète la France, morceau par morceau. Il a racheté le plus grand club de football français, le Paris Saint-Germain, en 2 temps, 3 mouvements, avec l'aval de l'exécutif en France, avec l'aval complet de Nicolas Sarkozy. Le Qatar, via la chaîne Al Jazeera, a racheté, mieux encore qu'un club de foot, les droits de retransmission du football français. Alors qu'il ne diffuse pas encore en France. Alors qu'il ne diffuse pas encore. Mais j'attire votre attention sur un point. D'après moi, au Qatar, le droit du travail, les conditions démocratiques, les acquis sociaux. Mais la Coupe du Monde va se jouer là-bas en 2000. Ça, il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir pourquoi Maître Bourdon, pour ne citer que lui, puisque c'est lui qu'on a vu dans votre sujet, pourquoi l'irrespect absolu de la condition humaine qui règne dans certains pays le dérange aussi peu? Pourquoi l'irruption du Qatar le dérange aussi peu? Pourquoi il n'est pas fait question plus que ça, alors que la presse du monde entier, en ce moment, parle d'une affaire précise que Mediapart a soulevée, qui donne à penser que le président Sarkozy aurait financé, je dis bien aurait, je fais comme tous mes confrères, aurait fait financer sa campagne par le colonel Kadhafi. Donc, je veux dire qu'à partir de cet instant-là, si les gens qui traquent la corruption dans les pays africains, comme ils le font, soi-disant, avaient la même acuité, la même sagacité, la même détermination. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un marronnier. Ça veut dire que ça fait des années que ça dure. Moi, ça fait des années que je ne vois jamais aucune attaque dans le sens inverse, mais pire que ça, jamais aucune enquête. L'article de Marianne dont il est question
puisqu'on est entre gens qui connaissons quand même un peu les pratiques journalistiques, on peut dire que ce n'est pas un article d'enquête. Il y a un livre qui est sorti, de Harel et Hoffnung. La personne qui a fait l'article a résumé le livre. Mais ça ne lui a pas fait faire une enquête à partir de là pour savoir qui vend, par exemple. Moi, quand j'entends dire que le fils du président Obiang Nguema achète 109 lots à la collection Pierre Berger, et je demande aux journalistes français, ils n'ont pas l'idée d'aller voir Pierre Berger, de lui demander à lui ce que ça fait de vendre à quelqu'un qui est aussi mal perçu. Parce que peut-être acquiert-il mal les biens qu'il a acquis. Non, peut-être qu'il fait pas. On peut en discuter, les enquêtes sont à faire. Encore que d'après moi, elles dépendent plus de la justice équato-guinéenne ou de la justice gabonaise ou congolaise. Mais j'aimerais savoir pourquoi on ne retourne jamais le revolver inquisiteur. Pourtant, tout le monde adore feu le président Houphouët-Boigny, qui avait une maxime redoutable. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Qu'est-ce qui est pire, d'être un corrompu ou d'être un corrupteur? Qui est le pire? Celui qui achète une villa à Ville d'Avray ou je ne sais où, ou celui qui la lui vend à des conditions dont nous ne savons rien? D'accord. Julie Owono, votre lecture par rapport à cette affaire des biens mal acquis? Merci de l'invitation et merci de me donner la parole. Pour moi, finalement, la question de la corruption et la question centrale qui est celle de la répartition des revenus des industries extractives dans le golfe de Guinée pour la région qui nous intéresse, et spécifiquement le pays du Gabon, la République du Congo et la Guinée équatoriale dans les affaires judiciaires dont il est question aujourd'hui. Finalement, ces questions-là devraient être, selon moi, l'occasion pour les dirigeants, enfin, de faire les comptes, de donner des comptes à leurs citoyens, qui sont finalement les premiers intéressés, qui sont les premières victimes, selon moi, de certaines peut-être mauvaises pratiques qui ont eu cours depuis à peu près 60 ans d'indépendance, puisqu'on parle d'indépendance. Or, que se passe-t-il en l'espèce? On voit que c'est bien l'autorité judiciaire française qui prend la responsabilité de faire justice au peuple gabonais, congolais et équato-guinéen. Alors, l'affaire s'est réduite à ces trois pays, mais c'est vrai qu'à la base, ce sont des ressortissants de pays africains, Burkina Faso, Cameroun et autres, qui avaient déposé la plainte via le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Bien sûr. Mais vous voyez bien que l'autorité judiciaire qui défend, en tout cas dans le schéma que je pose, qui défend des peuples africains, c'est un schéma somme toute assez bizarre. Et on peut se demander finalement, puisque le but de la justice pénale, c'est de réparer, à qui est-ce qu'on va réparer? Comment est-ce qu'on va réparer au peuple gabonais? On va saisir les biens, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas déménager l'hôtel particulier, le mettre, je sais pas moi, à Malabo ou à Bata ou à Libreville. Je vous coupe juste une seconde. Cet argent-là ne peut pas être restitué tant que les présidents dont on parle sont au pouvoir. Donc on prétend bloquer quelque chose dont on ne pourra rien faire. Techniquement et politiquement, c'est d'une utilité. Mais c'est pour ça que justement, moi, je pense que ce qui est plus intéressant et beaucoup plus fondamental, selon moi, c'est finalement d'essayer d'utiliser la raison, on dit la ratio legis, c'est-à-dire la raison juridique qui a motivé les juges à prendre une décision en novembre 2010 pour autoriser une instruction en France sur ces biens. Est-ce que finalement, et c'est une question que je me pose aussi, et j'essaierai d'apporter. Nous avons un avocat impliqué dans l'affaire qui aura peut-être un commentaire à la suite. Qui aura peut-être un commentaire, et je l'espère. Est-ce que finalement, le juge français n'a pas décidé, via l'enquête sur les immeubles cossus du 7e arrondissement, via l'enquête sur les Ferrari rutilantes, via l'enquête sur les horloges à 3 millions d'euros achetées place Vendôme, est-ce que finalement, via ce biais, il n'essaye pas d'atteindre finalement le cœur d'un système de corruption politique qui a cours en France depuis la fondation du financement des campagnes politiques, corruption politique, trafic d'influence. On parle de mallettes qui circulent dans Paris. Il faudrait peut-être un jour se pencher sur cette question qui est aussi fondamentale et qui non seulement pourrissent des relations entre deux pans de l'Atlantique, mais surtout pourrissent la démocratie française. Surtout de la Méditerranée. Et de la Méditerranée, et pourrissent la démocratie française. Donc je pense que c'est peut-être cette raison-là que le juge français, il a voulu cesser un trouble à l'ordre public français, via le recel de fonds publics, sur le territoire français, un trouble qui porte également atteinte à la République française et à ses principes. Maître Marcigny, tout à l'heure, elle parlait de recel de fonds publics et c'est peut-être là le tournant de la question parce qu'on a entendu dans le reportage un des avocats qui disait, je pense que c'est Maître Marcigny, qui disait que l'affaire ne pouvait pas avoir de suite en France vu qu'il n'y a pas de délit de détournement de fonds publics étrangers en France. Et on lui avait répondu, je ne sais plus si c'est Maître Pardo qui l'avait fait, qui disait non, on peut poursuivre pour recel de détournement de fonds publics.
Bon, les questions juridiques posées par cette affaire sont très nombreuses et surtout très novatrices parce que cette procédure est unique. C'est la première fois dans le monde que des juges d'un État étranger s'arrogent le droit de poursuivre les dirigeants ou l'entourage de dirigeants de pays étrangers pour les acquisitions qu'ils auraient faites dans un pays étranger. Alors même que ces dirigeants n'auraient pas été préalablement reconnus coupables d'infractions commises. Et il me vient un exemple qui est le cas de l'ancien président du Panama, Manuel Noriega, qui a été condamné par la justice américaine pour un trafic de stupéfiants international, et la justice française l'a donc condamné pour certains actes de blanchiment. En revanche, jamais un pays, et surtout pas la France, ne s'était arrogé le droit, sans aucune preuve, sans aucun élément, d'initier une procédure judiciaire à l'envers. Puisque généralement on part d'une infraction principale pour chercher l'endroit ou la façon dont les fonds qui auraient été acquis de façon illégale auraient été blanchis. Or là, c'est l'inverse. Oui, mais quand on parle de cette affaire, Grégory Proch rappelait tout à l'heure que ça participait d'un état d'esprit. Hein. On parlait de rupture, et la rupture comprenait également la rupture avec les pratiques france-africaines. La Guinée équatoriale n'était pas une ancienne colonie française. Comment vous vous retrouvez dans une affaire comme celle-là? Mais justement... Je parle de vos clients, pas bien vous sûr, en tant que évidemment, personne. Oui. Évidemment. Mais le problème, c'est que l'Afrique fait fantasmer. Et les relations entre la France et l'Afrique font également fantasmer. Et que l'on dit et que l'on écrit n'importe quoi. Et vous avez raison de souligner que la Guinée équatoriale n'était pas une ancienne colonie française et que donc on ne peut pas inscrire ce qui est en train de se passer dans le cadre d'un règlement de compte dans ce qu'il a été convenu d'appeler la France-Afrique. En revanche, je m'interroge sur, d'une part, la légitimité de ces ONG qui deviennent de véritables procureurs internationaux sans aucune autre légitimité que celle qu'ils s'arrogent eux-mêmes, mais surtout sur leur vraie finalité. Et c'est la raison pour laquelle je suis intimement convaincu et persuadé que ce n'est pas une affaire judiciaire, car il n'y en a pas d'affaire judiciaire. Et qu'en revanche, il y a des visées qui sont tout à fait politiques, et comme le rappelait votre invité tout à l'heure sur le plateau, disait Grégory Proch très justement, c'est-à-dire qu'on vient saisir des biens sans même apporter la moindre preuve que ces biens aient pu être le fruit d'un délit initial, on vient bloquer cet argent, et lorsque l'on interroge les ONG en leur disant « mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces biens que l'on a saisis ?» ils disent « ah mais on ne peut pas les rendre aux États ». Mais je croyais que la finalité c'était de rendre aux États qui auraient été spoliés. Et que disent-ils? Ils disent « ah mais tant qu'on n'a pas changé les présidents, on ne peut pas le faire ». Ça veut donc bien dire que la finalité des ONG, par l'instrumentalisation de différentes procédures judiciaires, et notamment en France, n'est pas juridique, elle est uniquement politique, et ce qui est cherché, eh bien, c'est de changer des régimes politiques autrement que par les urnes. Grégory Proch, vous suiviez très attentivement Maître Marcini tout à l'heure. Ben ça m'intéresse beaucoup parce que je me retrouve paradoxalement à front renversé, presque en train de défendre ceux contre qui, au départ, le gris-gris est né, mais il est possible qu'il y ait des moments et des causes un petit peu supérieures à quelques enjeux satiriques qui nous ramènent donc à poser la question, comme nous le faisons depuis tout à l'heure, du crédit à apporter aux gens qui attaquent. Et je pense que vous, maître, vous ne pourriez pas le dire maintenant, mais moi je me pose de ma position une seule question. En quoi, en ce moment, le président Obiang Nguema et son régime dérange-t-il ou contrecarrent-ils certains intérêts français pour qu'on ait besoin de les déstabiliser, comme c'est le cas? Parce que là, c'est pas de la prospective de ma part, c'est empirique. On sait que sur les 30, 40, 50 dernières années, c'est généralement ça que ça signifie. Au moment des élections, on nous envoie à nous des informations que nous ne cherchons même pas. On nous les envoie, on nous les donne. C'est bien dans un but, que nous les sortions ou non, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. Donc, moi, je demande, qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de la Guinée équatoriale, par exemple, sur le plan pétrolier? J'ai pas d'arrière-pensée, hein, je pose la question pour que nos amis... De la même façon qu'en 2004-2005, il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État très violent, qui impliquait
le ministre britannique des Affaires étrangères, le fils de Madame Thatcher, un certain nombre d'hommes d'affaires internationaux, on va dire, dont personne n'a jamais parlé dans les médias. Donc même là, il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que Obiang Nguema est le diable quand son fils a des biens mal acquis, si je puis dire, mais quand il est victime d'une vraie tentative de coup d'État militaire, ça n'apparaît pas, ça n'est pas relevé par la presse. Et les deux fois, on peut se demander qu'est-ce qu'on attendait qu'il fasse ensuite. À quoi ça sert de créer ces campagnes? Vous posez un problème très juste, qui est que il est exact que la France n'a peut-être pas d'intérêt direct dans la déstabilisation du régime. Peut-être, je n'en sais rien. En revanche, il y a beaucoup d'intérêts français là-bas. D'autres intérêts, pas nécessairement des intérêts étatiques, certains lobbies, certains courants de pensée, certaines personnes aimeraient voir en fait la Guinée équatoriale dirigée par d'autres. Je rappellerai simplement pour essayer de répondre à votre question que d'une façon plus générale, pendant très longtemps, les ressources naturelles africaines étaient réparties selon un pourcentage qui était 80% pour les Occidentaux et 20% pour les Africains. Dans un grand nombre de pays, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt 80-20, mais dans l'autre sens. Et avant, les Occidentaux prenaient 80%, et sur les 20% que l'on laissait aux Africains, eh bien, on revenait par l'utilisation de certains conglomérats. On disait aux pays africains, bon, bah, vous avez 20%, mais il vous faut une route, un pont, des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et on reprenait une partie de ces 20% qui étaient alloués par des contrats mirobolants à certaines sociétés occidentales. De gré à gré. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Afrique entend être maître de son destin et des pays comme la Guinée équatoriale symbolisent ce renouveau. C'est un pays qui a 14% de croissance. Quand l'on voit que dans la zone euro, on arrive péniblement à 0 ou 0,1 ou 0,2 pour les plus optimistes, on comprend que nous sommes là peut-être à un tournant des relations internationales et également en termes de gouvernance mondiale, et qu'il y a des gens que cela dérange. Et j'estime, moi, que certaines des ONG qui s'affairent autour de ces affaires judiciaires, qui sont obscures, ont des finalités, et j'ai le sentiment qu'elles agissent, ces ONG, comme des véritables mercenaires, utilisant un terrain judiciaire qui m'apparaît être un terrain totalement inadapté aux questions qui, par ailleurs, peuvent être tout à fait légitimes sur la répartition des richesses, la gouvernance, et dont plutôt les pays africains qui sont des pays jeunes, qui se construisent dans la difficulté, plutôt que de traiter les dirigeants comme de vulgaires délinquants. Julie Owana. Non, merci de me donner la parole. Je vous interromps un petit peu parce que j'ai l'impression d'être un peu dans un monde un peu parallèle. On est quand même en train de prendre la défense... Bon, vous, c'est votre métier. C'est vous qui êtes dans un monde parallèle, parce que personne ne prend la défense de personne. Je ne vous ai pas coupé, Monsieur Proch, donc laissez-moi parler. Vous êtes quand même en train d'essayer de nous faire, de détourner l'attention, en fait. Moi, je pense que c'est de la... Non, excusez-moi, moi ma préoccupation... Le franc CFA, vous en parlez? Moi, ma préoccupation... Sérieux. Si, j'en ai parlé. Non, mais c'est beaucoup plus sérieux que les biens mal acquis. On va en parler, évidemment, mais attendez, la manne pétrolière est quand même... une des premières sources de financement. On est sur les biens mal acquis. Non, mais attendez, c'est un système dont on parle. Les biens mal acquis, pour moi, c'est un... Julie, vous voilà, avez... j'aimerais bien quand même exprimer. Oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, fondamentalement, que ces ONG-là, quels sont leurs agendas cachés, personne n'est dupe, ou personne ne doit être dupe. Tout le monde doit se poser des questions. Mais il faut qu'on revienne au sens primaire, c'est-à-dire celui de la justice. Il faut qu'à un moment donné, on regarde ces pays dont on parle. Moi, je suis camerounaise, mais je suis frontalière de ces pays, la Guinée équatoriale, le Gabon et les républiques du Congo. Ce sont des pays extrêmement riches, tout le monde le dit tous les jours. Mais quand vous regardez économiquement, socialement, qu'est-ce que c'est la Guinée équatoriale, c'est 600 000 habitants, 15 milliards de dollars par an en estimation de revenus pétroliers pour 600 000 habitants. Regardez une ville comme Paris, qui a 2 millions d'habitants,
9 milliards de dollars à peu près de budget. Regardez Malabo, regardez Paris, il y a quand même un problème. Donc à un moment donné, il faut bien se poser des questions. Ouais. Et que pour cela, s'il a fallu pour cela que ce soit Transparency International... C'est ça le problème. Excusez-moi, laissez-moi finir s'il vous plaît. Qui force le juge français à se poser des questions et à interroger le cœur. La justice française en France est indépendante, j'ose le croire. Peut-être pas le parquet. Parlez-en pour l'affaire Boaké, par exemple. On peut se poser la question... pour le parquet, mais pour ce qui est du juge d'instruction, a priori, c'est une autorité indépendante. Donc cette autorité indépendante, peut-être que son intérêt est aussi, comme on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un rapport qui a été fait par le sous-comité du Sénat américain qui s'intitule « Sortir la corruption du territoire américain ». Pourquoi est-ce que ce ne serait pas je parlais tout à l'heure de raison juridique, pourquoi ce ne serait pas la motivation des juges français? Sortir la corruption du territoire français, qu'elle soit africaine, qu'elle soit française, parce qu'il y a aussi... Exactement, mais pourquoi ne le font-ils pas? C'est ce que vous voyez que c'est vous qui êtes dans le monde parallèle. C'est ce que je vous dis, peut-être qu'ils passent par des pauvres maisons dans le 7e arrondissement. Pour enquêter sur Vincent Bolloré, il n'y a pas besoin de passer par une enquête comme ça. Soyez sérieux. Sur Bouygues, il n'y a pas besoin de passer par des instructions. On peut tout à fait y aller. Pourquoi ils ne le font pas? Mais on le fait très bien, monsieur. Mais non, ils ne le font pas. Moi, je me bats tous les jours pour le faire. Non, eux, les gens dont il est question, la Transparency, Sherpa et tout ça, pourquoi ils ne le font pas d'après vous? Je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça les regarde. Moi, ce qui m'intéresse... Alors pourquoi vous les défendez? Je ne défends pas. Je vous accuse, vous, par contre, de défendre Obiang Nguema, qui est quand même accusé d'être un dictateur, excusez-moi de le dire. Vous voyez, vous avez un point de vue moral, vous n'êtes plus sur l'affaire. Dès que l'affaire vous échappe, vous redevenez moral. Non, je ne deviens pas moral. Je vous rappelle juste que c'est quand même assez dangereux, aujourd'hui, sur une chaîne africaine, regardée par des citoyens africains qui se posent tous les jours pourquoi leur pays sont riches en ressources minières et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir d'un marasme économique. Je vous aide, ça a réussi. Ça fait 5 ans que ça a lieu, ça ne donne rien, parce que c'est voué à empêcher les vraies actions des militants sur place. Grégory Moussa ou Marcona et Sangui n'arrivent pas à leur fin à cause de ces Pour revenir au fond de l'affaire, qui est celui de la répartition quand même des richesses. Bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été prise sur la publication des revenus à la fois. ITI, c'est ce dont vous parlez. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, on a même institué, je crois, sur le plan judiciaire, des tribunaux internationaux qui s'occupent des crimes très graves comme les génocides et autres, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tribunal comme celui-là, international, qui pourrait être au-dessus de tout soupçon et qui, pourquoi pas et qui serait financé par qui? Par les mêmes toujours? Alors, est-ce que cela ne permettrait pas de dépassionner le débat sur la question des biens mal acquis, par exemple? C'est pas une question, il n'est pas question de passion ici. Il est question ici pourtant, il en est très question. Comment dire? Si je m'en tiens à l'échange que vous avez eu avec Grégory, c'était quand même assez passionné. Oui, effectivement, mais je me suis peut-être un petit peu emportée parce que je ne supporte pas qu'on en arrive à défendre, à prendre des positions un peu questionnables. Excusez-moi de le dire. Elles vous font du bien, elles vous amènent à réfléchir au franc CFA qui est beaucoup plus grave chaque jour. Monsieur Proche, j'ai fait un article Gabriel, vous avez fait un article. Est-ce que vous avez fait tout ça? Non, faites ça contre le franc CFA. Les biens mal acquis arriveront après. C'est beaucoup moins important politiquement et économiquement les biens mal acquis que le franc CFA. Il ne faut pas être les idiots utiles. Il ne faut pas être les idiots utiles. Mais non, vous voyez bien qu'elle est fermée. 5 ans que vous l'ouvrez et qu'elle se ferme devant vous à chaque fois. Gabriel Barga. Vous voyez bien que c'est un piège. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et je sais bien, mais ça fait 10 ans. Heureusement que vous n'êtes pas d'accord. Heureusement pour nous. Le gris-gris combat tout ça depuis 10 ans. C'est Gabriel Barga. Mais il s'y est cassé les dents. Faites des articles si vous voulez, mais parlez des choses sérieuses. Prenez pas ça pour l'essentiel. Les biens mal acquis par rapport au franc CFA, c'est une plaisanterie. Mais bien sûr, c'est économique. C'est tout un système est forcément complexe, monsieur. Ah oui, bien sûr. Mais il commence avec la souveraineté monétaire. Enfin, le temps passe parce que ce genre d'émission, on a vite fait le tour de l'horloge. En fait, au début de cette affaire, il y a des populations africaines, parce qu'il faut penser à elles, qui, dans leurs envies, dans leurs aspirations au changement démocratique, ne parvenant pas parfois dans ces pays-là, il y a eu une espèce d'alliance entre les oppositions africaines et les ONG. C'est-à-dire que les oppositions africaines sur le terrain politique ont été battues. On l'a vu. Vous parlez d'un cas comme celui du Cameroun qui a été retiré de cette affaire parce qu'ils ont eu plus de mal. Ça a été une conjonction d'intérêts entre l'opposition camerounaise qui a du mal avec son dirigeant à le faire tomber politiquement pour un certain nombre de raisons. Ce n'est pas l'objet du débat ici. Et ces ONG. Ensuite, l'affaire arrive là. C'est-à-dire quoi? On a, en Afrique,
les Africains qui veulent se battre sur le terrain politique qui n'arrivent pas et qui finalement vont en quelque sorte prêter leur souveraineté, je ne sais pas comment exprimer cette idée, prêter leur souveraineté à d'autres pour qu'ils viennent régler des problèmes chez eux. Donner procuration en quelque sorte. Voilà, une espèce de procuration. Allez-y, mettez-les à mal pour que nous, on essaye de taper ici parce que ça donne aussi comment dirais-je, des slogans de campagne, parce que ce sont des slogans sur la corruption, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces États africains, pour revenir à mon axe de départ, qui est que finalement, tout le monde se fout de la gueule de tout le monde dans ces histoires. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, nos dirigeants, ils vont peut-être pouvoir se réveiller enfin et se dire, finalement, ce sont de faux amis. Ils le savent, mais ils sont toujours de mèche, ils sont toujours en train de venir chercher des soutiens ici ou se réfugier. Donc, dans les deux camps d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'opposition ou des partis. Bien sûr. Pouvoir, oui. Là, j'ai envie de me tourner vers l'avenir. C'est-à-dire que, bon, ok, est-ce que à partir de maintenant qu'ils sont salis, qu'ils sont touchés, ils essaieront quand même de penser finalement, comme disait notre collègue, à ces peuples-là, à ces gens-là, parce que ils vont trouver refuge où maintenant, si tant est que bien acquis ou mal acquis, de toute façon à l'étranger, ils sont toujours fragilisés. Et à un moment donné, il faut se dire, les solutions, elles sont locales, elles sont sur place. Comment on gère cet argent ? Avant de continuer dans le débat, je voudrais juste que nous écoutions une partie de ces dirigeants, au moins un d'entre eux que nous avons pu avoir via nos confrères de Arte. Il s'agit d'Alain Akwala, qui est congolais et qui nous dit un peu ce qu'est la psychologie, selon lui, des dirigeants africains ou la disposition d'esprit des dirigeants africains et le complot médiatique qu'il y aurait contre eux. Je vous invite à écouter Alain Akwala. Il y a dans nos pays, il y a des problèmes et il y a des dirigeants qui ne sont pas, par déterminisme géographique, différents des dirigeants français, britanniques, américains, qui seraient voués uniquement à aimer le génocide, à aimer la pauvreté de leur population, de leurs compatriotes, à aimer voler l'argent de l'État. Ce n'est pas vrai. Et donc ce que ces ONG, un certain nombre de dirigeants, d'acteurs politiques, publics, occidentaux, et certains médias font, c'est de la démagogie. De la démagogie, Julie Owanov. Je pense, honnêtement, j'ai même pas envie d'entrer dans ce débat parce que pour moi, c'est pas le cœur du débat. Pour moi, le cœur du débat, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, mettre fin à un système qui, depuis 60 ans, plombe non seulement la démocratie française, puisque c'est de celle-là dont il s'agit aujourd'hui, mais aussi la démocratie et l'élévation économique de 200, parce que 300, selon vous, d'une zone de 300 millions de citoyens. Oui, bientôt 1 milliard d'habitants sur le continent africain, mais est-ce que selon vous... Mais je vous parle spécifiquement de cette zone-là. Oui, si je vais juste préciser quelque chose. Je commençais à introduire tout à l'heure une idée sur le Sénat américain qui a adopté un rapport en février 2010 qui s'appelle « Sortir la corruption du territoire américain ». Ce rapport s'introduit... Mais pour la ramener chez les autres. Excusez, non, mais attendez, il faudrait déjà qu'on commence à la... Pour la France, il faudrait déjà qu'on commence à la sortir de la France pour qu'elle cesse, à un moment donné, d'alimenter... Les affaires juridico-politiques en France... Oui, mais justement, mais pourquoi ne pas mettre... Elles existent, mais c'est l'occasion, justement, d'assainir les comptes. C'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, d'assainir les comptes, de mettre de la transparence, ça, c'est dans l'idéal, de demander à ces chefs d'État-là de rendre des comptes à leurs citoyens. C'est une donnée fondamentale que moi, je défends tous les jours, celle de l'accountability, donner des comptes. Parce que nous, à un moment donné, on se pose des questions, on voit comment... On sait de quoi nos pays sont capables économiquement, mais on ne le voit pas. Mais est-ce que la seule blessure de ces... Oui, Maître Marcelli. Oui, si vous me permettez. Je pense que ce qui est dit, c'est très joli, mais ça m'apparaît plutôt relever de l'angélisme et relever de la cour de récréation, et en tout cas d'un manque de connaissance, en tout cas de la réalité des choses. D'abord, j'ai entendu le chiffre de 15 milliards de revenus de l'État de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais c'est totalement farfelu. En revanche, selon les estimations. En revanche, j'aimerais savoir, par exemple, le nombre de voyages qu'a fait Madame Julie Owono en République de Guinée équatoriale. J'aimerais savoir exactement... Non, ce n'est pas le seul paramètre d'appréciation. Oui, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'être sur le... Non, mais parce qu'on dit beaucoup de choses. Non, mais on dit... Permettez-moi. On dit beaucoup de choses sur, par exemple, la Guinée équatoriale. Je pense connaître
assez bien l'Afrique et en avoir visité un certain nombre de ces pays, j'avoue que la Guinée équatoriale est un pays absolument fascinant, et je dois le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'on constate des choses, avec la on Coupe d'Afrique constate des des Nations aspects qui vient d'être structure dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Alors si votre propos est de dire que les choses sont perfectibles, dont acte, savez-vous que, par exemple, en France, 13% de la population française vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc si votre propos est de dire qu'il faut que nous vivions dans un monde où les richesses sont réparties de façon équitable, que nous changions l'équation de ce monde dans lequel 99% de la richesse mondiale est concentrée dans 1% de la population mondiale, c'est un but louable. La seule critique que je me permets de faire, en ma qualité d'avocat, c'est de vous dire que si les questions peuvent être légitimes sur un plan politique, sur un plan éthique, et pourquoi pas moral, mais il faut les poser. Pourquoi pas Bien sûr. Que le débat soit ouvert. Mais faut-il qu'il y ait une traduction judiciaire? Faut-il que l'on traite comme des délinquants des chefs d'État africains alors qu'il n'y a aucune preuve, alors que les dossiers sont vides? Là, les choses se présentent en ces termes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Paris dans cette affaire est extrêmement grave, car pour la première fois, un État, au travers de ses services de police et de sa justice, s'est permis de violer des locaux affectés à une mission diplomatique. Cela n'a pas. Oui, mais ce n'est pas une mission diplomatique. Ce qui s'est passé, cette ingérence qui devient une ingérence physique à l'intérieur de locaux, n'a pas d'antécédent dans le monde, et les institutions internationales auront à connaître de cette situation. D'accord. Pour en revenir au fond de la question, est-ce que finalement, ce ne serait pas une bonne chose pour tordre le cou à ces fameuses idées france-africaines et de coopération malsaine entre les régimes africains et leurs homologues européens? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose qu'un vrai procès ait lieu et qu'au bout du procès, la vérité soit faite, qu'on établisse les responsabilités de part et d'autre de la Méditerranée? Les relations France-africaines en soi m'intéressent moins que les relations entre la France et le Gabon, entre la France et le Cameroun, entre la France et la Guinée. Donc pour vous, le bilatéral est plus... Il est temps que chacun de ces pays procède en son sein, non seulement à ces débats, mais je pense qu'ils ont déjà lieu. Si des journaux comme le mien existent depuis 10 ans, c'est que ces débats existent depuis longtemps. Le combat contre la corruption naît avec la corruption, quasiment. Donc, simplement, moi, je ne marche toujours pas, pardon, mais au fait que ce soit des ONG plus que sujettes à caution, qui sont financées quasiment dans leur intégralité par des organisations très, très contestables, qu'on aille sur des gens comme Human Rights Watch qui sont financés par George Soros, sur des gens comme Transparency International dont le financement vient ouvertement des États-Unis. Les États-Unis ont trop d'intérêt en Afrique aujourd'hui pour accepter qu'une ONG financée par l'Amérique nous dise ce qu'il faut en penser. Il ne faut pas être naïf, il y a des intérêts qui se jouent entre les Chinois, les Français et les Américains. Et d'ailleurs, juste si vous me permettez, comme ça vous pourrez y répondre. Non, parce que vous voulais juste vous rappeler. C'est ce que vous percevez, mais ça vous passera. Je voulais juste vous rappeler quelque chose d'important. Le président de Transparency International France, qui est à l'origine de cette procédure. Maître William Bourdon. Non, c'est Sherpa. Monsieur Daniel Lebègue, qui est le président de cette association française, est également au conseil d'administration de la société Technip. La société Technip, en 2010, a signé un important contrat pétrolier avec Malabo. Si je suis le raisonnement de M. Lebègue, ça veut donc dire qu'il a participé lui-même à une entreprise de corruption. Donc vous voyez bien que le raisonnement qui est tenu ne tient absolument pas la route, car nous avons un président d'une association qui se fait le chantre de la lutte anticorruption, qui est au conseil d'administration d'une société qui signe des contrats pétroliers avec un pays présidé et qui est la cible de cette plainte. C'est donc bien la preuve que tout ça n'est qu'une pantalonnade, n'est qu'une farce médiatique avec d'autres buts que les buts qui sont officiellement annoncés. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Très bien, mais cette partie médiatique... Pardon, je vais dire une chose. Moi, je suis à l'antenne souvent ici sur cette chaîne et je n'ai pas pour habitude de défendre les pouvoirs en place. Je pense que le public le sait. Mais par rapport à cette histoire, il y a un mouvement de pensée en Afrique aujourd'hui, de jeunes intellectuels, on le voit dans les réseaux sociaux notamment, qui pensent, et cette fois-ci je pense avec eux, que les solutions de l'Afrique ne viendront pas de l'extérieur. Et quand on regarde
Quand on passe tout ça à l'épreuve des faits, jamais les initiatives qui ont été prises n'ont eu pour objectif de nous faire grandir, d'améliorer la vie chez nous, même si elles ont été prises par des juges bien intentionnés. Parce que de toute façon, nous sommes appelés demain à être face à nos propres responsabilités nous-mêmes. Il va falloir que nous-mêmes faisions tomber ces régimes si on n'est pas d'accord. C'est difficile, c'est long, mais au moins ce sera notre volonté. Ce ne sera pas fait depuis l'extérieur par des gens qui ont des bons sentiments ou des intérêts, parce que il n'y a aucune gratuité dans quoi que ce soit là-dedans. Donc, moi, je veux bien qu'un certain nombre de régimes tombent. Je dis tous les jours. Je pense que l'Afrique a un certain nombre de problèmes qui sont liés à sa classe politique. C'est une évidence. Mais ce n'est pas de l'extérieur que ça va être réglé. Mais, excusez-moi de vous couper, mais on est quand même conscient que les enjeux dont on parle, quand on parle, vous parlez de France-Afrique, mais c'est pas que la France-Afrique, c'est finalement... La France-Afrique, c'est un nom, mais c'est un système c'est finalement une espèce de crime international, excusez-moi d'employer le terme. Quand Total vient faire des affaires... Tu n'es jugé qu'en Afrique, c'est ça le problème. Non, justement. Moi, je voudrais juste que nous sortions. Je voudrais que nous sortions un peu. C'est pour ça que je vous disais que c'était peut-être une façon, une porte d'entrée. Julie Owana, je voudrais que nous sortions de ce tête-à-tête entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, en prenant des cas précis, de biens saisis, connus, tracés, comme ceux par exemple de Abacha ou ceux de Mobutu qui sont déjà évalués et dont on connaît à peu près précisément où ça se trouve, pourquoi est-ce qu'on ne restitue pas ces biens à leur pays? Mais vous allez les restituer comment? Dans les cas précis de ces deux dirigeants qui ne sont plus au pouvoir, on n'a plus besoin de les combattre, on n'a plus besoin de chercher où se trouve l'argent, on sait où il se trouve. L'argent de Kadhafi est où? L'argent de Kadhafi, on pourrait continuer avec Kadhafi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, sur la base de ces deux, je ne parlerai pas de jurisprudence, mais de ces deux cas, trouver déjà des pistes, esquisser des pistes de solutions? Mais justement, en faisant des enquêtes justement sur la provenance des biens achetés par les anciens dirigeants, l'ancien dirigeant zaïrois notamment, je pense qu'il y a une possibilité d'établir, enfin de faire un distinguo des fonds qui sont provenus directement de la... C'est pour ça que je parlais de... Ce sont des systèmes hyper complexes, ce sont des montages financiers, économiques qui peut-être ne sont pas accessibles aux profanes. Mais qu'est-ce que cela changera aujourd'hui de saisir des biens que l'on ne restituera jamais à leurs bénéficiaires, qui sont les contribuables gabonais? Ça permettra justement... Quand les gens viennent déposer de l'argent, qu'on refuse. Voilà, si on veut nous aider, qu'il n'y ait pas ces transferts d'argent. Si on veut nous aider, non mais écoutez, avant même qu'on arrête le système. Non mais pardonnez-moi, mais avant même, avant même de se poser la question. C'est pour ça que je vous demandais des autorités françaises. Non, avant même de se poser la question. En faisant l'enquête, on va bien se rendre compte. Avant même de se poser la question de la restitution. Il faudrait tout de même, excusez-moi, que l'on se pose la question de la légitimité de ces acquisitions. Or, en ce qui concerne M. Teodoro Nguema Obiang, dont le nom est vilipendé dans la presse, il ne s'est jamais caché de rien. Les voitures étaient immatriculées à son nom. L'ensemble des fonds ayant servi à ces acquisitions est régulièrement passé non pas par des paradis fiscaux, tout simplement par la Banque de France, ici, en toute transparence. Et la raison pour laquelle la Banque de France a laissé passer tous ces virements, ce n'est pas parce que le directeur de la Banque de France est un corrompu. C'est simplement parce que la Banque de France a les éléments nécessaires pour s'assurer que les fonds sont légitimes et proviennent d'activités commerciales, entrepreneuriales, tout à fait légitimes. Il n'y a, en ce qui nous concerne, aucun virement, aucun fonds provenant du trésor public équato-guinéen. C'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, je suis obligée de lui répondre parce que je vous rappelle quand même, peut-être que vous l'avez lu, ce rapport dont je parle depuis tout à l'heure de la sous-commission d'enquête du Sénat américain qui induit exactement l'inverse de votre conclusion, maître... je vous renvoie à la lecture du rapport du sénateur Carl Levin de 2004. Exactement. Je vous renvoie à sa lecture, je connais ce rapport sur le bout des doigts. 2010, je vous renvoie aussi 2004 et l'autre de 2010. Le cas d'étude d'Obiang Nguema explique exactement quels sont les montages financiers qui sont montés pour justement introduire de l'argent
Et vous verrez, dans ces cas-là, si les faits étaient si clairs, expliquez-moi pourquoi aucune procédure pénale n'a été initiée aux États-Unis. Il nous reste moins de 10 minutes. Pardon, de grâce. Il nous reste moins de 10 minutes. C'est pour ça que je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans l'affaire. Grégory Paul, vous avez quelque chose à ajouter avant que je... Rapidement, je veux dire qu'en général, l'ingérence humanitaire a fini par se traduire par la conquête. On a pu l'observer encore récemment en Côte d'Ivoire ou en Libye. Que va apporter l'ingérence judiciaire? Parce qu'elle présuppose que ces pays ne sont pas et ne seront jamais en mesure de produire un État, une justice, des institutions, une société civile, des contre-pouvoirs à même de poser ces questions nationalement. C'est aussi ça que posent comme problème les ONG et tous les gens dont nous parlons dans cette affaire. Je voudrais aussi dire qu'il y a plus que 2 poids, 2 mesures, parce qu'il y a 2 personnes qui sont aujourd'hui des chefs d'État, dont il n'est jamais question dans toutes ces affaires, Abdoulaye Wade et Alassane Ouattara, qui, par son épouse ou par lui-même... William Bourdon avait dit qu'il élargirait les enquêtes à Abdoulaye Wade également. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis le début, nous avons vu naître toutes ces procédures. Nous avons été dans le ferment qui les a vues naître. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Rien. Ça ne sert qu'à enliser. Ça ne sert qu'à... Moi, l'autre question que je voulais poser, parce qu'au début... user les militants sur place. Car vous avez vu, par exemple, que quelqu'un comme Tungamani a fini par renoncer parce qu'on a incendié sa maison, car c'est jamais les avocats français qui sont impliqués dans ces affaires qui ont à subir les foudres. Les représailles, oui. Je voulais relever juste 2 choses. La première, c'est, comme vous le dites, la plupart des plaignants africains ont été sortis de l'affaire, qu'il s'agisse des Congolais, des Gabonais ou des Équato-Guinéens. On n'a plus aujourd'hui d'Africains concernés. Il n'y a jamais eu d'Équato-Guinéens. D'accord. Donc, ils sont sortis de l'affaire. Par ailleurs, je crois que dans les pays eux-mêmes, on a cité le Cameroun, il y a des opérations même propres qui sont menées. Au Gabon, c'est également le cas. Pourquoi n'en fait-on pas la publicité, Julie Ronan? Alors, vous parliez tout à l'heure de l'initiative EITI, donc oui. transparence... Publier ce que vous payez. Publier ce que vous payez, exactement. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, cette initiative est source de beaucoup de questionnements, notamment sur la notion de paiement. Qu'est-ce qu'on entend dans le paiement? Il y en a qui avancent l'idée selon laquelle peut-être les entreprises... Pour expliquer le système, c'est que les entreprises disent exactement combien elles ont payé de taxes, des revenus sur les industries extractives aux États, et les États publient ce qu'elles ont reçu de ces entreprises. Et un comparatif est donc effectué pour voir s'il y a un différentiel et expliquer les différentiels. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la notion de paiement n'est pas entendue de la même manière par tout le monde, puisque certains se demandent si, dans le paiement, est-ce que les entreprises qui font du business dans ces pays-là, est-ce qu'elles ne comptent pas dans ce paiement peut-être les emplois qu'elles ont créés, les routes qu'elles ont construites, qui peuvent être assimilées à des taxes, mais qui ne sont pas directement des taxes directement payées pour l'extraction des ressources minières. Et de même, pour ce qui est des ressources publiées par les États, il y a des questions qui sont posées, notamment sur l'exactitude des chiffres, puisqu'il faut le savoir aujourd'hui. Comment sont enregistrés les revenus? Au Cameroun, il y a des questions sur... Comment le font les ONG? Mais laissez-moi finir, Monsieur Proch. Comment sont en 2 minutes, vraiment, oui. Comment sont enregistrés les revenus qui sont perçus et pourquoi il y a autant de différentiels? Parce qu'il y en a des différentiels entre ce qui est perçu et ce qui a été payé. Donc, c'est des initiatives qu'il faut encourager, mais qui sont perfectionnables. Et c'est pour ça que moi, je pose aussi aujourd'hui la question de... comment un jour donner la réponse à tous ces citoyens du Golfe de Guinée qui sont conscients qu'aujourd'hui, qu'en 2015, selon les estimations d'une agence d'intelligence américaine, en 2015, le Golfe de Guinée alimentera pour 25% le pétrole américain. Comment faire? C'est une chance, il faut le dire. Pourquoi est-ce que le pétrole devrait forcément être un mauvais sort pour cette région-là? Vous avez posé la bonne question, qui est que 25% de l'alimentation en pétrole des États-Unis en 2015, et cette étude que vous venez de mentionner, d'une agence d'intelligence américaine, oui. Eh bien, est peut-être l'explication des tentatives de déstabilisation. Julie, vous aurez la parole pour la dernière fois, parce que c'est le dernier tour de table que je suis en train de faire. Donc, moi, je vais répondre à ça. Si c'est le dernier tour de table, oui. je vais donc prendre mes dernières minutes de parole. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que si la justice française a pour but de ne s'intéresser qu'aux biens et aux personnes des chefs d'État étrangers,
On peut risquer qu'effectivement, elle soit le bras armé d'une justice coloniale et paternaliste. Moi, ce que je demande, c'est que la justice française aille au-delà de ces biens, parce que ces biens-là, ce ne sont qu'une porte d'entrée d'un système très compliqué, dont nous connaissons tous certains tenants et aboutissants ici, et on ne les connaît pas tous. Donc, il faudrait qu'elle aille au-delà pour justement ouvrir le débat et permettre un assainissement des comptes, des relations, et donner des réponses, que des réponses puissent être aussi demandées par les citoyens. Ça donnera peut-être une possibilité d'enfin pouvoir parler sans risquer de se faire brûler sa maison, sans risquer d'attenter à sa vie, demander des comptes à ces chefs d'État-là. Et je pense que les États du Golfe de Guinée peuvent transformer le destin économique de leur pays en pays émergent si justement ils mettent dans leur gestion des affaires publiques, de la transparence et de l'accountability. Voilà. Grégory Proch, je vais être un peu déloyal, mais faites plus confiance aux populations locales qu'aux agences américaines, vous verrez, ça marche mieux. Maître Marcigny? Oui, je pense que cette affaire des biens mal acquis connaîtra son épilogue très prochainement. Je ne suis absolument pas inquiet sur l'issue judiciaire de cette affaire. Elle prendra peut-être des années, car le but poursuivi n'est certainement pas d'obtenir des condamnations ni un succès judiciaire, c'est de stigmatiser et de permettre des déstabilisations de régimes politiques qui ne conviennent pas à certains intérêts. D'accord. Gabriel Barga, oui, le mot de la fin. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que s'il faut dire qu'il y a des pays qui sont mal gérés, et notamment dans le golfe de Guinée, moi je réponds oui. Si on a des problèmes politiques, économiques, sociaux, je réponds oui. Comment il faut les régler? Je pense, à la lumière de l'histoire passée et récente, que la solution ne viendra pas de l'extérieur, ni sur le plan politique, parce qu'ils ont intérêt à maintenir leurs amis au pouvoir, ni sur le plan économique, parce qu'il y a des collusions politico-économiques, ni sur le plan même moral, parce que les ONG elles-mêmes, elles ont besoin de subsides, elles ont besoin de vivre, et d'un point de vue intellectuel et idéologique, elles ont un substrat culturel et idéologique qui fait qu'il y a toujours un certain regard sur l'Afrique. Quand les Américains, à travers leur Sénat, publient des documents fort intéressants sur le plan moral, ce sont les mêmes Américains qui font n'importe quoi aux quatre coins du monde. La corruption qu'ils veulent interdire chez eux, je demande à voir, ils la portent aux quatre coins du monde. Moi, je ne peux pas faire confiance aux gens après les 4 siècles que l'Afrique a connus et les 50 ans de colonisation. Merci beaucoup, Gabriel Barga. Et je rappelle simplement que sur le plan de la justice internationale, la plupart des pays africains sont quand même signataires de tous ces traités qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire de l'ingérence aussi bien dans leurs affaires intérieures que dans leurs affaires économiques. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Maître Marcigny, Emmanuel. Merci à Julie Owono. Merci à Gabriel Barga. Merci à Grégory Proch, qui n'est pas que journaliste, a également publié un livre sur la Côte d'Ivoire. Nous avons gagné les élections, nous avons perdu la guerre, c'est ça? C'est ça. Et oui, c'est tout un programme. Très bien. Je peux dire en 2 secondes. Juste en 2 secondes, parce que... On peut l'acheter dans les marches, les manifestations, etc. On peut l'acheter chez Présence Africaine et chez Annie Boué. Ce sont 2 librairies africaines qu'on trouve à Paris. Et on peut l'acheter aussi en ligne sur le site du Nouveau Courrier, qui est un quotidien ivoirien, www.nouveaucourrier.info. Merci beaucoup. Il ne coûte que 10 €. Merci à vous tous, merci à notre équipe technique, merci à vous téléspectateurs qui nous avez, j'espère, pas suivis, mais suivis. Rendez-vous très bientôt et surtout restez en compagnie des programmes Télésud. À bientôt.